Et c'est le moment sur l'antenne d'RCF Hauts-de-France de l'œil de l'expert. Alors chaque semaine, vous le savez, je le rappelle, un professionnel reconnu dans son domaine vient répondre en direct et en studio aux questions qu'on se pose. Notre experte ce soir est Thérèse Lebrun. Bonsoir. Bonsoir Michel. Économiste de la santé, président recteur délégué santé sociale de l'Université catholique de Lille. Alors c'est un plaisir de vous retrouver après cette longue finalement pause estivale qui semble bien loin. On a connu depuis lors des élections législatives en France, des élections aux États-Unis, un embrasement au Proche-Orient. Qu'est-ce qui vous marque ou vous a marqué dernièrement ? Eh bien Michel, je dois vous dire qu'en préparant cette émission, je n'avais pas envie de donner le bourdon, si vous me permettez l'expression, à vos auditeurs, ni de les rendre désespérants. Mais néanmoins, je me disais, sur des sujets très divers, entre l'épidémie de solitude chez les jeunes, on parle d'une épidémie de solitude, avec des atteintes en santé mentale par exemple, la violence qu'on voit dans beaucoup de domaines, une fragmentation de la société entre des groupes, mais pas seulement, des générations, des classes, des mouvements. Bien sûr, il y a aussi du lien social, on pourrait faire le pendant positif de tout cela. Je me disais également, on a parlé de l'individualisme, est-ce qu'on n'est pas même dans des formes d'individualisation, chacun pour soi, dans son domaine ? La géopolitique mondiale, on ne peut pas dire qu'elle soit absolument réjouissante aujourd'hui. Parfois, elle me fait perdre un peu l'espérance. J'essaie de lutter contre cela, avec notamment des pauvres qui paient un très lourd tribut à tout cela et qui n'ont rien demandé. Donc des précarités, des fragilités qui peuvent s'accroître. Le poids du financier lorsqu'il est mal utilisé. La finance est fort utile, mais lorsque seul l'appât du gain voudrait être en cause dans les enjeux. Et puis bien sûr, au-delà de tout cela, l'effondrement de notre planète. Je crois que maintenant, les climato-sceptiques, il en existe encore quelques-uns, sont sûrement aveugles devant les lourdes et profondes conséquences chaque jour de ce que nous devons subir à notre maison commune. Pardon, Thérèse Lebrun, mais le cadre que vous venez de poser, le portrait que vous venez de faire, n'est pas vraiment empreint d'espérance. Qu'est-ce qu'on peut tout de même en tirer ? Par où est-ce qu'on peut sortir ? Par quelle fenêtre peut-on respirer ? Alors d'abord, moi je me dis souvent, tout simplement de façon humaine, ou bien on s'assied, on pleure et on fait plus rien, ou bien on se serre les coudes, on avance, on fait du lien social, on regarde les causes de tout cela, et de ce point de vue-là, le travail de l'universitaire ou du chercheur, c'est aussi de se dire, mais voilà, quels sont les facteurs explicatifs ? Et puis ensuite, il y a évidemment toute l'entrée en humanité, qui entre aussi dans des programmes de formation, de recherche, de partage, et de très belles choses chaque jour. Dans donc, les liens. Se mettre en route et ne pas s'arrêter, c'est ce que vous nous dites. Alors, vous êtes économiste de la santé et quand on parle de santé, l'espérance de vie a évidemment une importance cruciale. Elle a connu une augmentation assez fulgurante après la Seconde Guerre mondiale, grâce évidemment au progrès de la médecine, à la santé publique. On a gagné pendant plus de 50 ans jusqu'à 3 ans d'espérance de vie par décennie, contre 1 à 2 ans au siècle précédent. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on s'aperçoit que l'espérance de vie n'augmente plus autant que prévu. Donc c'est seulement un ralentissement de l'augmentation. Je le précise bien pour nos auditeurs. Elle augmente tout de même, mais moins vite. Elle augmente, mais moins vite. C'est vrai qu'on s'est dit, Jeanne Calment 120 ans, pourquoi pas 150 ? Et vous savez que les transhumanistes vont jusqu'à nous prédire 500 ans et plus parce que on pourrait très bien nous remplacer par des orthèses, des prothèses, etc. Nous en avons déjà. Elles sont auditives, elles sont du genou. On se remplace déjà certains des éléments qui nous manqueraient. Mais on commence à entendre parler d'une sorte de plafond de verre, ce que suggère d'ailleurs une récente étude qui est menée par une université sérieuse de l'Illinois à Chicago et qui a été publiée dans la revue Nature Aging, qui est une revue tout à fait sérieuse. Donc, on voit que les progrès sont en cours de ralentissement, ou pour dire les choses autrement, il faut mettre de plus en plus de gros moyens pour obtenir de petites croissances d'espérance de vie. C'est un phénomène qu'on peut connaître dans beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de progrès, en tout cas dans les pays riches et développés que nous sommes, du côté de la diminution de la mortalité infantile, on peut encore en faire un peu, et donc il y a l'accroissement du vieillissement de la population, mais ce qu'on remarque aussi et qui est une nuance par rapport à votre question, c'est que c'est surtout l'espérance de vie en bonne santé qui n'augmente pas aussi vite que l'espérance de vie à la naissance. Une des questions pourrait être comment rester plus longtemps
en bonne santé, même lorsque l'on vieillit. Ben sinon, à quoi bon, en fait, quand on parle d'espérance de vie? Mais ce que vous nous dites, c'est que cette étude scientifique affirme qu'il y a un plafond de verre ou au contraire que l'on peut espérer gagner encore des années? Alors, le progrès, tout d'abord, il ne s'arrête pas pour des motifs qui seraient planétaires ou pour des motifs qui seraient financiers peut-être, hein, il peut être freiné, mais en tous les cas, le progrès médical, lui, se poursuit. Ça, c'est certain. Mais il faut faire de plus en plus de progrès pour obtenir une croissance plus faible. Et c'est la biologie du vieillissement qui devient un facteur important. J'ajouterai également le facteur prévention. On entend de plus en plus parler d'améliorer la nutrition très tôt, d'améliorer l'activité physique beaucoup plus rapidement, de façon à pouvoir vieillir en bonne santé. Je pense qu'on fera des progrès dans ce domaine-là, ce qui pourrait améliorer la qualité de vie des personnes âgées. Mais peut-être que l'on aura moins de centenaires que nous ne l'avons un jour imaginé. Et donc, comment faire pour non pas seulement à tout prix accroître la durée de vie ou à n'importe quel prix, mais surtout améliorer également cette qualité de vie. La durée de vie en bonne santé. Hein. Vous êtes économiste de la santé, Thérèse Lebrun. Peut-être on peut continuer sur cette thématique de l'espérance de vie qui augmente moins rapidement que prévu, mais arrêtons-nous sur, si vous voulez bien, sur économiste de la santé, parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul. Quand j'écoute ces deux termes, quand on les juxtapose, on pourrait penser qu'il s'agit d'évaluer le rapport coût-efficacité d'un traitement, d'une prise en charge de médicaments. Or, on parle tout de même d'humain, c'est d'humain dont il est question, donc j'imagine que ça implique forcément de travailler sur le champ qui touche à l'humain, donc à d'autres problématiques. J'aime beaucoup votre question, Michel, parce qu'elle permet de faire le point justement sur ce qu'est l'économie de la santé. Ça n'est pas la gestion, ça n'est pas la finance, c'est l'économie. Et l'économie se définit comme une science. Ça, c'est déjà intéressant. On peut donc chercher, on peut donc améliorer. Et c'est la science, telle qu'on l'a définie, de l'allocation optimale des ressources rares. Je pense que tous les jours, vous essayez avec votre famille de faire une allocation optimale de vos ressources. Est-ce que je vais voyager ou acheter des livres? Est-ce que je vais aller au théâtre ou compléter l'étude de mes enfants, etc. Donc nous sommes en permanence en train de choisir ce que nous faisons de notre vie, de notre temps et de nos ressources. Or, les ressources sont rares. L'air non pollué est rare, mais les organes à transplanter sont rares également. Ce ne sont pas seulement des ressources financières. Et le tout est de se dire, nous allouons au regard de quels critères? Si j'alloue au regard des seuls critères financiers, on risque de trouver à la catastrophe. Si j'alloue en me disant « Ah, quand même, on accroît là l'espérance de vie, mais elle n'est pas toujours en bonne santé. Comment je peux mieux accompagner le vieillissement? Comment je peux mieux accompagner les soins de fin de vie ?» Ça nous conduira un jour ou l'autre à reparler certainement de la loi sur la fin de vie. Comment est-ce que je peux davantage faire de la prévention plus rapidement? Nous prenons ces décisions chaque jour. Mais vous posez beaucoup de questions, Thérèse Lebrun. Si on prend un peu de recul, on comprend que ce sont des domaines finalement d'utilité sociale peut-être pour les acteurs du monde d'aujourd'hui. Donc ma question, de quelle manière est-ce que les recherches des économistes de la santé contribuent ou ont contribué à la chose publique? Alors, il y a peu d'économistes de la santé d'abord. Ils sont souvent confondus effectivement avec des financiers qui viendraient dire « il faut réduire les dépenses de santé » et dans ce cadre-là, vous imaginez bien que l'accueil est plutôt glacial et on peut le comprendre. Et donc, on devrait essayer de réfléchir ensemble, c'est un apport au fond aux politiques publiques, mais également à la vie de la cité. Si l'on vous disait demain matin « j'ai besoin pour que vous, Michel, vous puissiez vivre une année de plus de 500 milliards », eh bien, je pense que même vous vous interrogeriez. Mais pourtant, on dit que la vie n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix au sens philosophique du terme, on en est d'accord. Mais on est en devoir, sans doute, de savoir ce que l'on met dans la balance, y compris en termes de qualité de vie. Je vais vous donner une illustration très rapide si j'ai 1 ou 2 minutes. Lorsque vous avez des très grands brûlés, ils doivent être extrêmement protégés sous des atmosphères complètement protégées. Et des études ont montré que certains d'entre eux disent « je préfère prendre le risque d'éventuellement mourir plus rapidement, mais je veux pouvoir voir ma famille, voir
qu'on me laisse de temps à autre en dehors de la bulle. Et d'autres, au contraire, choisissent de rester totalement dans leur bulle pour pouvoir vivre plus longtemps, y compris au prix de ne pas voir les leurs. C'est le débat que l'on a eu sur les personnes âgées et le Covid. Est-ce que, pour protéger les personnes âgées, je ferme toutes les portes, ou est-ce que ce que l'on reproche aujourd'hui, c'est-à-dire de ne pas avoir laissé les familles entrer, je laisse entrer les familles. On est bien fiers en revenant de l'école. Mais quand on était devant le Covid qu'on ne connaissait pas, on a fait comme on a pu et on a tenté de protéger les personnes âgées, mais peut-être parfois au péril de leur solitude, voire de leur vie. Voilà une bonne question posée à la science économique, par exemple, qui doit toujours s'appuyer sur la science médicale et dont le critère ne peut pas être humainement le critère financier, en tout cas certainement pas seul. Alors justement, ce sera pour conclure, si vous me permettez, une question un peu d'actualité, un peu décalée tout de même, parce que la vie, la santé, l'avenir, ce sont donc des principes qui vous portent, que vous portez depuis des années. Et comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez qu'un homme qui s'appelle Elon Musk, l'homme le plus riche de la planète, vient d'être nommé par l'administration Trump, ministre de l'efficacité gouvernementale. Donc là, déjà, efficacité gouvernementale. Et Elon Musk, c'est un homme qui, par exemple, certes milite pour les progrès de l'humanité, mais en développant l'électrique, l'exploration spatiale, mais il mise aussi sur ce qu'il appelle l'humain augmenté, sur l'intelligence artificielle pour aller plus loin, pour vivre plus longtemps. Au détriment, on le comprend bien puisque c'est l'homme le plus riche de la planète, au détriment aussi d'autres personnes en laissant des gens peut-être sur le côté. Comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez que les États-Unis, tout de même un pays, si ce n'est en haut de l'échelle, eh bien, porte au nu un homme qui promeut finalement des valeurs qui interrogent? Eh bien, moi, je me demande, en essayant de rester objective, mais on ne l'est jamais, ce qu'il y a dans son cœur, dans sa tête et dans son intelligence. Imaginez que on nous rende tous plus augmentés et que tous nous vivions 500 ans. Mon Dieu, comme cela va être long. C'est pas comme l'éternité. L'éternité, on nous promet quand même, pour ceux qui ont une foi en un Dieu, mais quelque chose de plus heureux. Là, vivre 500 ans, d'ailleurs vous l'entendez chez les personnes âgées. Certaines d'entre elles disent c'est long, la solitude est longue. Et on sent bien, quand on vieillit, c'est mon cas, je vais vers 69 ans la prochaine fois, vous voyez, même les auditeurs le sauront, eh bien, les formes d'énergie ne sont plus les mêmes. Si l'on m'augmente de partout, que je deviens une sorte de robot, quel est l'intérêt? C'est toute la question autour de l'éthique du transhumanisme que vous posez là, qui est une question de recherche dans notre université. Nous ne sommes pas transhumanistes, ça n'est pas un scoop, mais qu'est-ce qui meut tous ces gens qui prônent cela? Et nous espérons qu'il y a quand même un peu de réflexion qui ne soit pas seulement financière, parce que derrière tout cela, vous avez des puissances financières et des puissances industrielles gigantesques, parce qu'on pourra nous remplacer sur beaucoup de points. Regardez tous les progrès qui ont été faits. Tous les progrès sont-ils absolument utile et nécessaire pour notre joie de vivre et pour notre qualité de vie? Eh bien, au moins, c'est dit. Toujours aussi instructif, ces discussions avec vous. Merci beaucoup, Thérèse Lebrun. Je rappelle que vous êtes économiste de la santé, président recteur délégué santé sociale de l'Université catholique de Lille, chercheur à l'INSERM. Merci d'avoir été l'experte ce soir sur RCF Hauts-de-France. Merci, Michel Picard.